Hey, 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 ici Gab, a.k.a. La Promesse, a.k.a. le meilleur rappeur, crieur, podcasteur, commentateur et joueur de théâtre nominé pour comédien de l'année au Festival de théâtre à Trois-Rivières, à Victoriaville. Excuse-moi, mais j'adore à Trois-Rivières quand même. Je suis avec Guillaume, l'entrepreneur. Champion canadien. Guillaume, entrepreneur, champion canadien. Nous sommes les seuls frères de la lutte. Et aujourd'hui, on a un épisode très spécial alors qu'on vous parle du héros de jeunesse de Guillaume. Yes. On va passer la première année de Goldberg. Donc, Guillaume, le titre de l'épisode de Bébé Goldberg à Gros Goldberg. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte. Un nouvel épisode de C'est juste la lutte. Avec Gap et Guillaume, Nick puis les autres. Le site Gap, plein de chroniques. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. JDLL is MDK. Donc, all Guillaume, fucking aujourd'hui, day. on parle de Goldberg, de Bébé Goldberg à Gros Goldberg. Donc, on commence à son premier match contre Hugh Morris et on va terminer... en fait, ça, c'est en septembre 97. Ouais, c'est ça. Puis on va terminer avec, pas tout à fait un an, mais on va terminer avec ce qu'on considère quand Goldberg est rendu booké fort, on va dire. C'est-à-dire quand il va réussir à battre Hollywood Hulk Hogan pour Quand il est le rendu titre gros, principal. Goldberg. Mais effectivement, puis il n'a jamais été vraiment petit, là, cela dit. Ça dépend. Au début, il y avait des plus petits pectoraux. Mettons, au début de l'année 97, là, en automne 97, il y a des petits pecs, puis plus les mois avancent, plus les pecs grossissent, puis c'est trapèzes aussi. Oui, on a pris des notes par rapport à ça. Donc, on va vous parler de plusieurs matchs. On n'a pas noté tous les matchs, mais on en a écouté plusieurs quand même qui nous parlent un peu de son parcours, justement, de son année rookie. Mais déjà, Guillaume, parle-moi de Goldberg, puis ton rapport à Goldberg en 97 et aujourd'hui. 97, je suis un jeune bambin de 10 ans. Et moi, Goldberg, c'est mon Arnold à moi. Là. C'est mon héros. Tout ce qu'il fait, c'est sa coche, une fine lutte, fait jamais d'erreur, est puissant. Et puis, il est facilement imitable dans le cours d'école ou quand tu te tires avec tes amis dehors. Fait que tout le monde veut être Goldberg. Un spear, ça se fait facilement. Jackhammer, un peu moins, mais réalisable quand même. J'ai jamais vécu de jackhammer, moi, par contre. Non, J'ai mais sûrement vécu des spears, ça, oui. Les spears, c'est ça, c'était révolutionnaire parce que ça se passait facilement dans le cours d'école. Là. C'était incroyable. Puis aussi, son ciseau de jambe aussi. son tu le ciseau de savais-tu? jambe aussi, là, il est quand même bien imitable. Fait que moi, Goldberg est le plus grand nature, mettons 97, lutteur préféré, qui a été remplacé quand je suis devenu un jeune ado par Sting. Mais mettons, toi, t'es plus, si on compare les choses similaires peut-être, là, t'es plus Goldberg que Stone Cold, là, assurément. Ouais, mais moi, à 10 ans, là, je suis clairement le public cible pour Goldberg. Là. C'est un gros monsieur, super-héros, débile, il gagne tout. Puis on a fait le run, mettons, 97 au complet, puis tout ce que je peux te dire, tout de suite, là, mon premier constat, c'est qu'il est pas si mauvais lutteur que ça qu'on peut le prétendre. Là. Je sais qu'il a détruit Bret Hart, puis le monde à la maison peut être fâché, mais ça run... Bret Hart est fâché à la maison, en tout cas, c'est ouais. sûr. Mais il y a des erreurs là, dans sa lutte, mais je veux dire, il est tellement confiant, puis il vend tout comme une tonne de briques que ça excuse bien des affaires, puis le gars, il a une intensité qui a pas de crise de sens, puis moi, j'ai été surpris que c'est pas si pire que ça, là, parce qu'au début, on lui donne juste des jambons, là, pendant à peu près 6 mois. Puis là, sa lutte en souffre un peu parce qu'il lutte pas contre des top lutteurs. De manière générale, dans ce qu'on a regardé dans notre échantillon, en tout cas dans la première année, quand on le place contre des meilleurs lutteurs, il arrive à faire des meilleurs matchs. Donc, il arrive à pas les accoter, mais il arrive à les suivre quand même. Fait que c'est sûr que ça prend un bon partenaire de danse. Puis quand tu lui donnes pas ça, ben là, c'est sûr que tu vois que c'est plus rudimentaire. On s'entend. Puis même là, on va lui donner que... Pour un gros bonhomme, il fait des moves quand même surprenants. Tu sais, son ciseau de jambe est un peu dégueulasse, mais il le fait quand même. Il fait son spinning heel kick, là, je pense. Il fait aussi des kill buts des fois. Il fait des sauts oui, arrière. c'est vrai. Il fait des sauts arrière. On en parlera, là, avec le premier match parce que c'est assez rare, mais ça arrive qu'il fait des kill buts. Mais déjà, j'ai envie de parler du contexte sociopolitique et culturel, Guillaume. Contexte sociopolitique. En septembre 97, le président des États-Unis à ce moment-là est Bill Clinton. Quand même. Il est en pleine moitié de son deuxième mandat, de 93 à 2001. Il est pré-scandale Monica Lewinsky. C'est pas encore arrivé là, qu'il s'est, en tout cas, en dessous du bureau. Le premier ministre du Canada à ce moment-là, c'est Jean Chrétien, qui est en fonction depuis novembre 93 et il est réélu en juin 97. C'est pas rien, ça. Moi, pas beaucoup de souvenirs de Jean Chrétien, mais toi, as-tu beaucoup de souvenirs de Jean Chrétien? Je le trouvais particulier comme monsieur. Il a quand même dit une phrase légendaire qu'on était le plus beau pays du monde. Il a dit ça dans ces mots-là? Oui. Ah. Ça, c'est arrivé, puis je me souviens de ça pour ça. Le premier ministre du Québec à ce moment-là est Lucien Bouchard, qui est à la tête du gouvernement provincial depuis le janvier 96.
Ouais, fait que là, les bye-bye ont fait beaucoup de blagues de jambes de bois. On est dans cette époque-là. Là. C'est Donc, hilarant. Donc là, ça fait le tour du contexte socio-politique. J'ai envie de vous parler maintenant un peu plus de musique et de box-office, hein, des trucs qui m'intéressent un petit peu plus. Aux États-Unis, en septembre 97, précisément la semaine où il va battre Hugh Morris dans son premier match, Goldberg, la chanson... attends un peu, je vais regarder ça. La chanson numéro 1 au Billboard Hot 100 est Honey de Mariah Carey. Moi, j'ai aucune idée c'est quoi cette chanson-là. Moi non Peut-être plus, que si mais je dans l'entendais- l'année, c'est la tune de Elton John. OK. Qui était la numéro 1. Ouais. Merci pour le compliment. Merci. Au Québec, sur le palmarès RPM du 15 septembre 97, c'est aussi Honey de Mariah Carey qui est numéro 1. Donc voilà, puis j'ai envie de parler un petit peu aussi des films à ce moment-là. Si on en regarde là, le top 5 des films de 97, là, à ce moment-là, si je me trompe pas, il y a en numéro 5 Air Force One. Avec Harrison Ford. J'ai jamais vu ça. Tu l'as vu? Ouais, c'est excellent. Numéro 4 Tomorrow Never Dies. L'autre film de James Bond. C'est ça, je James pense. Bond, ouais. Numéro 3 Men in Black. Excellent film. Numéro 2 The Lost World Jurassic Park. C'est encore bon. Et numéro 1 Titanic qui en mars 98 est devenu le premier film à franchir la barre du 1 milliard. Donc on Qui est venait vraiment... en 2 VHS. C'est vrai, puis le deuxième VHS, rappelles-tu la particularité? Non? Mais je suis pas sûr de ce que j'avance, là. Mais il me semble que le deuxième VHS, c'est comme... c'est pas que juste avant qu'il frappe le iceberg, là, ça switch de cassette. Il n'y a pas ça, il me semble. Ben, peut-être, là, je me rappelle pas de quand ça coupait, mais je sais que ça coupait. Fait tu te lèves, puis tu continues le film, parce que le film durait 3h30, 4h de mémoire. Là. Fait que c'était quand même un très long film de James Cameron. Fait qu'on est rendu, on a une belle année de cinéma, par exemple. Oui, en effet, oui, c'est des gros canons. Au niveau de la lutte, on est en septembre 97, donc on est à quelques mois à peine du Montreal Screwjob. On se rappelle évidemment le moment où Shawn Michaels va battre Bret Hart pour la ceinture. Non, la 97, c'est la grosse année de Shawn Michaels. Il vient gagner 2 fois le Rumble, je me trompe pas, là, de suite. Juste avant ça, en octobre, on va avoir du côté de la WWF à Bad Blood in Your House le premier LNSL de Undertaker contre Shawn Michaels. Fait que ça aussi, c'est assez marquant parce que c'est les débuts de Kane. Ouais, c'est vrai, ça c'était cool. Les champions actuellement, ben là, comme je t'ai dit, en novembre, c'est Shawn Michaels qui va battre Bret Hart. Puis si on avance un peu plus loin, où c'est qu'on va se rendre, nous, avec notre première année de Goldberg? En mars 98, à WrestleMania 14 à ce moment-là, Stone Cold avait sous l'œil de Mike Tyson, va battre Shawn Michaels pour devenir le champion et, selon certains, inaugurer vraiment pleinement la Attitude Era. Ouais, là, ça a commencé. Fait que là, on est dans la grosse année des Monsieur Chauve qui deviennent méga over. C'est ça? Ouais, exactement. Là, j'ai pas On est pré-Turquie avec des bons prix pour se faire des greffes capillaires. Là, j'ai pas... effectivement, j'ai pas regardé précisément, mais je pense que c'est Hulk Hogan, dès le début de la run, qui est champion jusqu'à la fin. Dans le doute, Hulk Hogan. Ben, je pense que c'est ça. Parce qu'on est dans le gros pic de NWO, là. Attends un peu, parce que ça me dit que... J'aurais dû prendre des notes plus exhaustives, là. Mais ça me disait que avant le 20 avril, le champion était Hulk Hogan qui a battu Macho Man le 20 avril, justement. Fait qu'avant ça, je sais pas c'était qui le champion. Fait que ça serait peut-être... Ça devait être Hulk Hogan. Je vais peut-être regarder tantôt, là, subtilement. Fait que ça fait le tour un peu de ce que je voulais dire là, au niveau du contexte. Ce que je voudrais te parler un petit peu, peut-être, Guillaume, c'est que... Je sais pas. Ce qui est particulier avec la run de Goldberg, c'est que son premier match contre Hugh Morris, mettons, il y a eu quelques dark matchs, mais ça reste dans ses premiers matchs ever. Dans le sens. Ouais, Pas juste ses premiers matchs à WCW, juste ses premiers matchs à tout court. WCW Plans. Je me rappelle plus du nom, mais en tout cas de leur... Ben, je vais te dire ça, parce que avant de devenir une méga star de la lutte en quelques mois seulement, parce que c'est ça qui est particulier, puis c'est pour ça qu'on fait cet épisode-là, William Scott Goldberg était un joueur de football professionnel. Dans la NFL avec les Rams. Ben, c'est ça, je veux dire. Il a été à l'université, il a joué pour les Georgia Bulldogs à l'université de Georgie en tant que nose tackle, donc ligne défensive. Tu connais ça le football, tu peux confirmer. Oui, au début des années 80. Il a la shape pour. Après ça, au niveau de la NFL, il a été repêché par les Rams de Los Angeles en 1990, mais il n'a pas fait l'équipe régulière. Ensuite, il a joué pour les Sacramento Surge dans la World League of American Football, la WLAF, que tu dois connaître. Il remporte le World Ball en 92, donc ça c'est notable.
Ensuite, il est signé à nouveau à la NFL par les Falcons d'Atlanta en 92. Puis il joue comme réserviste pendant 2 saisons, donc 92 à 94. Et en 94, alors qu'il tente un retour avec les Panthers de la Caroline, une équipe d'expansion de la NFL, il y a une blessure sérieuse à l'abdomen qui met fin à sa carrière. Ça, puis il faisait jamais l'équipe, mettons, là, si tu veux mon avis. Là. Ouais, ah ouais? Ben, je pense qu'il y a une corrélation. Puis aussi, tu sais, quand t'es dans l'équipe de réserve, tu gagnes quand même bien ta vie, mais t'es pas dans les millions de dollars. T'es plus dans le... Maintenant, aujourd'hui, t'es dans les 100 000, mettons. Ensuite, pendant sa convalescence, suite à sa blessure, Goldberg il s'entraîne beaucoup, puis il rencontre plusieurs lutteurs. Puis là, la légende raconte qu'il aurait rencontré DDP et Sting, puis c'est eux qui l'auraient convaincu de transitionner vers la lutte. Puis il a été entraîné par la suite dans la WCW Power Plant. Power Plant, c'est ça. L'école officielle de WCW. Fait que finalement, il est transitionné parce qu'il y a une blessure qui a mis une fin prématurée à sa carrière de football. Il y avait un physique intéressant. 6 pieds 4, 280 livres. Exact. C'est un gros monsieur. Il est énorme là, dans le ring. On le voit tout de suite. Il regarde tout le monde dans les yeux, mettons. Ce qu'on pourrait appeler, tu sais, je pense pas qu'il y a un talent inné pour la lutte, mais on pourrait dire qu'il y a une intensité naturelle. Il y a une intensité qu'on a rarement vue, mettons. Lui et Brock Lesnar sont dans la même veine d'intensité, mettons. Puis là, après avoir écouté tout ce qu'on a regardé, Guillaume, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que Goldberg était un bon lutteur? Dans sa première année, j'aurais tendance à dire que oui, c'était pas dégueulasse. Sauf quelques matchs, mettons, qu'on va parler. Mais globalement, ça se tient. Là. Je pense qu'on referait ça cette année et il serait encore tout aussi over. Là. Ça fonctionnerait encore. Parce que, mais par exemple, la foule est plus investie en 97 qu'elle est aujourd'hui. Puis tu as aussi le contexte que si tu es fan de la WCW, tu veux vraiment que la WCW pète la WWF. Puis on est dans les 83 semaines consécutifs là, que la WCW surpasse la WWF. Oui, excellent, j'aurais dû mettre ce contexte-là, t'as raison. Fait qu'on est en plein là-dedans, là, en ce moment même. Là, quand on ça explique là, à quel point qu'il emmenait de l'argent à WCW. Parce que là, on va en parler. Il a commencé en septembre, on a suivi de septembre à juillet. Septembre, il était un complet inconnu. Juillet, il pète tout. Fait que là, t'as la NWO qui est avec les Kevin Nash, Scott Hall, Hulk Hogan qui assise du monde dans les sièges. Puis t'as Goldberg qui est comme en milieu de carte, si tu veux. Que lui, c'est le gars qui s'en vient de plus en plus over. Puis lui aussi, il draw de l'argent. Fait que là, il y avait de l'argent qui rentrait sans bon sens. Puis là, t'ajoutes à ça, mettons, Sting qui va s'en venir. DDP aussi. Fait que là, la WCW est comme imbattable. Là. Il y avait un booking parfait au bon moment. Avant qu'il embarque Vince Russo là-dedans. Puis tout. C'est sûr. Mais pour le premier, 8 mois qu'on check? Octobre? Ouais, c'est complètement fou. Là. C'est le booking parfait au bon moment quand la WCW est au top. C'est un joueur de rôle qui vient justement remplir un rôle important qui est celui d'être le babyface intuable. Puis, tu sais, pourquoi il est détesté? Bon, il a blessé certains lutteurs, entre autres Bret Hart. Il y a des limitations sérieuses en termes de lutte, dans le sens qu'on le voit jamais. En tout cas, on le voit très rarement dans des matchs de plus de 5 minutes. Avec raison, je pense. C'est sûr que si tu mets Goldberg dans contre Raven, il a fait plus, DDP aussi, mais je pense que son image est ternie par sa run à WWE qui a été épouvantable parce que Vince McMahon le bouquait dans des matchs de 15 puis 18 minutes, chose qu'il n'a jamais fait à WCW. Puis que c'est pas ça que les gens voulaient. Ils voulaient juste un gars ultra fort qui pète tout le monde. Tu veux pas voir le gars imbattable être battable. Puis si tu regardes l'aspect positif, tu l'as dit, 6 pieds 4, 285 livres. Moi, c'est ça les stats que j'ai. Il y a un look de tueur, on pourrait dire ça. Ouais. Il a l'air quand même assez effrayant. Moi, il y a des bons tics de tueur. Il y a comme des yeux dangereux, moi, je trouve, on pourrait appeler. Il y a une énergie intense, comme on disait. Il y a sa gimmick d'invincibilité, dans le sens parce que c'est vraiment ça qu'on met de l'avant à ce moment-là. Puis, tu peux juste ajouter qu'il y a un finisher crédible. Le spear plus le jackhammer. Fait qu'on a vraiment une combinaison aussi du finisher qui fait que on dirait que t'achètes que n'importe qui se fait passer ça, il est mort. Ouais, parce qu'il se fait, quand il passe son spear, t'es fait, mais il fait en plus son jackhammer. T'sais, il t'a ultra détruit, là. C'est ça qu'il fait. Là. Il est capable de faire quelque chose de bon qu'il faut pas sous-estimer dans le monde de la lutte, puis qui fait la différence entre les lutteurs moyens et les bons lutteurs, c'est la capacité à aller chercher ta foule. Puis Goldberg, il fait ça, il fait ses moves. C'est pas... Je sais que c'est juste un taunt qu'il fait après, là, son espèce de... Comment on appelle ça? Pour ceux à l'audio. Là, il hurle en crachant, mais tu sais, c'est qu'il ouvre ses bras. Je veux dire, il vend tous ses moves
comme ça valait $1 million. Là. Des fois, il fait des botches, mais il fait quand même sa mimique. Là. Il s'en calisse, il regarde en avant. Moi, c'est ça qu'il dit, il regarde en avant. Il a une job à faire, il a fait, même s'il y a un botch, il s'en fout, il continue à faire ce qu'il avait à faire. Il devient over rapidement, puis ce qu'on va avoir remarqué de particulier dans cette run-là, parce qu'elle est particulière en soi, la run, hein, c'est lightning in a bottle, comme on dit. Je pense pas que ça peut nécessairement se refaire aujourd'hui, parce que aujourd'hui, si tu mets quelqu'un dans des matchs de 5 minutes, des squash à répétition 80 fois de suite, ben comme fan, on voit un peu plus les limites, puis je pense que tu vas te ramasser potentiellement avec des You Can't Wrestle, puis on va vouloir que tu prouves un peu plus. Mais je pense que pour que tu sois apprécié, il faut que tu sois capable de montrer que tu as l'éventail au complet. Mais il aurait fallu qu'il y ait plus d'enrobage aujourd'hui, mais je pense que ce gars-là, il arrive aujourd'hui, puis ça fonctionne encore. C'est un genre de Braun Breaker. C'est ça, j'allais dire, si on fait le parallèle avec Braun Breaker, mettons que Braun Breaker commence puis il gagne 50 matchs de suite. Ça le ferait pareil. Ben c'est ça, c'est juste que ça a des conséquences de faire gagner 50 matchs de suite, dans le sens que eux, là, la WCW à ce moment-là, oui, ils sont au top, mais ils ont une méchante gang de pas bons là, qui peuvent passer à Goldberg puis ça les dérange pas. Ouais, ils ont un roster complètement incroyable. Il y a du lutteur là-dedans. Puis ce que j'allais dire aussi, ce que je veux dire, c'est que ce qui aide aussi, je pense, à Goldberg, ou ce qui a aidé, là, c'est que c'est à la bonne place au bon moment. On sent quand même de l'air des personnages. Puis là, WCW venait de mettre la NWO avec tous leurs vrais noms, là, les Outsiders. Puis là, Goldberg, au début, il s'appelle Bill Goldberg. Il a son vrai nom. Puis je trouve que tous ses moves ont de l'air vrais. Tu n'as pas parlé tantôt, mais tout est crédible. Tu penses que ce qu'il fait, là, mettons qu'il fait son jackhammer puis son spear, ça a l'air de faire mal pour vrai. Puis sa lutte, elle n'est pas trop c'est convaincu que ça fait mal pour vrai. Là, il y a un peu de shoot wrestling dans ce qu'il fait. Là, on le voit qu'il y a des messieurs, des jobbers qui sont là depuis des années qui ne laissent pas sa place dans les premières. C'est comme bon, toi, le nouveau là, qui est supposé péter tout le monde, je vais t'en donner pour la monnaie de ta pièce. Je sais pas si t'as déjà vu son match contre William Regal. Ouais. Ouais, ça, c'est qui se fait stiffer un peu. Là. C'était un bon match de Goldberg. Ce que j'allais dire qui est particulier aussi dans cette run-là, qui est particulière en soi, c'est que à un certain point, il devient tellement over qu'il fait une corde à linge puis un pop. Là. Ouais. Fait que ça, c'est assez spectaculaire. Puis il arrive à, malgré que c'est des matchs très très courts, il arrive à tirer le maximum de chaque move. Donc, ouais. Puis plus que sa run avance, dans le 9 mois qu'on a regardé, il commence à avoir des chances Goldberg, mais tu sais, il le met dans plein de petits shows, là, les WCW Live, il y a plein de shows de WCW que je ne savais pas que ça existait. Ils le mettent là, genre dans un studio avec 300 personnes, puis on fait créer son nom avant qu'il arrive. Là. Puis là, on parle d'un gars qui fait juste affronter des jobbers depuis 3, 4, 5 mois, là, mais il s'en vient over juste à cause de ça. Je trouve qu'ils l'ont tellement bien monnayé, c'est qu'ils le mettaient dans des petits crises de show, t'es pré-internet, là. Ça veut dire que tu affichais Bill Goldberg, puis le monde y allait. Là. Ça commençait à faire le tour des revues de lutte, puis ça fait de même qui était over, puis tout ça, puis qu'il fallait que tu vois Bill Goldberg. Mais t'as pas Internet. Là. Moi, je trouve ça impressionnant qu'il remplissait autant de shows à WCW en 97. Ça avait aucun bon sens. Il luttait mardi, mercredi, samedi, dimanche, tout tapé à télé. Puis il y a des house shows au travers aussi. Ouais, mais tu sais, t'as vu tous les shows qu'on a vus, c'est un show le samedi, un show le mardi, un autre show le ouais, parce que là, on a vu, par exemple, WCW World Wild, qui est un show que je savais même pas qu'il existait. Non. On a vu Thunder, on a vu Main Event, on a vu Nitro. Saturday, il n'y a pas Saturday, WCW Saturday. Je pense qu'il y en a qui s'appelle juste demain. Peut-être, mais en tout cas, il y en a plusieurs. Puis certains matchs de pay-per-view aussi. Donc, on va commencer direct avec les matchs. On a fait une sélection de 12 matchs. De Goldberg, puis comme je l'ai dit, ça commence en septembre 97, puis ça se termine en juillet 98, si je dis pas de bêtises. Puis nous, on est des experts de lutte, fait qu'on a mis des critères très serrés pour apprécier ou pas un match en honneur de Bret Hart, je pense que lui, il aime ça mettre des notes, faire une moyenne. Des notes qu'on va donner entre 0 et 3. Donc 0, vous comprendrez que c'est soit il y a absence du critère ou soit c'est vraiment absolument terrible. Donc je te laisse regarder les critères, s'il te plaît. Ouais. Critère numéro 1, le spear. On va le noter de 0 à 3. Oui. Le jackhammer, la présence de botch ou non. Ça, c'est pas de note, mais c'est... Ben, on le mentionne. Oui. Après ça, on va noter notre plaisir dans le match. Entre 0 ou de à la 3. Foule, parce que des fois, la foule est très contente. Et après ça, on y va avec un commentaire général sur le match pour vous aider à suivre. Si vous voulez voir les matchs de Goldberg, ça se trouve sur la chaîne YouTube de WWE Vault. Puis c'est Goldberg's Rookie Year. Il était probablement tous les matchs qu'on a parlé. Puis les autres, ils se trouvent facilement sur YouTube. C'est malade, la star de la WWE a tout mis sur YouTube. Moi, j'adore ça. Excellente chaîne. Je vous en ai parlé quelques fois. WWE Vault. Donc, le Goldberg's Rookie Year. Goldberg de bébé Goldberg à gros Goldberg. On commence avec son premier match contre Hugh Morris. Donc, il y a eu, je pense, 3 dark matchs avant ça. Et là, on commence contre Hugh Morris.
Goldberg, à ce moment-là, est traité comme un jobber, littéralement. Donc, Hugh Morris fait son entrée et Goldberg est déjà dans le ring. Donc, il n'y a pas de gimmick, il n'y a pas de tune d'entrée. Il est déjà là, il est musclé. Puis, tu sais, quand tu regardes ça, il n'y a même pas... comment dire, il y a un look de jobber aussi. Il est pas non, c'est pas vrai qu'il y a un look de jobber, mais il y a un costume de jobber, là, dans le sens... Costume qui va garder tout le long. Stone Cold aussi, là, il est en bobette noire. Mais je veux dire, mon point est que si t'envoies un jobber, là, mettons, mais ça se peut qu'il ait son suit, ce soit juste habillé en noir. C'est ça mon point. Hugh Morris, c'est pas un gars totalement over, mais il a quand même du métier puis il gagnait. Là. On s'entend tous que Goldberg, l'inconnu, se fasse péter. Et non, il se fait pas péter. Non seulement il se fait pas péter, mais il kick out du moonsault qui est le finish de Hugh Morris à la stupéfaction de la foule qui sont un peu en colère de voir ça. Mais il y a des petites huées. Il y a des cheers, mais il y a parce des que les gens huées. pensent que Goldberg est un jobber à ce moment-là, puis c'est Exact. normal. C'est comme ça qu'on le présente. Puis c'est une victoire surprise à ce moment-là de Goldberg. Et là, vous savez, vous êtes des experts de lutte, vous aussi. Vous savez qu'on s'enligne vers une longue série de victoires. Il n'y aura pas de défaite pendant cet épisode pour Goldberg. Donc, le critère numéro 1, première surprise, Spear. Quelle note on donne au Spear? 0, pas de spear. Pas de Spear. N'existe pas encore dans le trousseau de move de Goldberg. Le B, le critère... B, le Jackhammer. Jackhammer, j'ai donné un 3. Jackhammer complètement réussi à la perfection. Une belle chandelle de Hugh Morris. En plus, c'est un gros bonhomme. Surprenant. Il lève un gars près de 330 livres assez aisément. Et les lutteuses qui écoutent en ce moment, vous savez qu'un jackhammer, une souplesse, hein, ça se fait à deux. Hein, donc, ça prend un bon partenaire de danse, encore une fois, pour bien faire ça. Puis, surtout quand on voit des géants se faire passer des jackhammers, c'est franchement impressionnant d'un côté comme de l'autre. Au niveau de la présence de botch, Pas de botch? il n'y en a pas. On a noté quand même que le takedown en ciseaux a été réussi. Et vous comprendrez pourquoi c'est surprenant avec les prochains matchs qu'on va couvrir. Puis, au niveau du plaisir, on est allé à 3 sur 3. Surprise. Moi, j'ai été surpris. Parce que si je le savais pas. Maintenant, je me mets à 97. Je suis surpris. Il gagne. Puis en plus, il gagne avec une attitude de... il fait peur. Parce que tu sais, Stone Cold de l'autre côté qui s'en vient over aussi, qui est anti-conformiste, je te dirais. C'est anti-establishment. Goldberg, il est pas trop là-dedans. Il est plus anti... je sais pas, anti-lutte, le médecin, anti-lutte? Non, mais il va pas dans les zones que les autres iraient. Mettons, il se laisse pas lever le bras par l'arbitre, pousse l'arbitre. Et il célèbre en crachant. Là, tu vois que le Goldberg, le vrai Goldberg qu'on va voir, commence déjà à commencer à c'est pas cool, t'es le nouveau, là, puis tu craches sur le ring. Là. Ça, c'est pas le fun. Je veux dire, il est anti-décorum. Ça, je veux dire. Lui, le décorum de la lutte, il s'en fout. Puis il pousse l'arbitre. Puis il le fait tout le long. Même quand il gagne sa ceinture, il laisse jamais un arbitre lever le bras. Jamais. Intéressant cet aspect-là anti-décorum, parce que je pense que tu as raison. J'ai jamais mis le doigt dessus, puis je pense que ça doit être, entre autres, ce qui peut faire en sorte que au niveau backstage, j'ai déjà eu des problèmes avec d'autres lutteurs et même sur le ring. Ce côté anti-décorum-là, ce côté qui ne connaît ou ne comprend pas ou peu la culture de la lutte professionnelle. Tu sais. Ouais, c'est bon, bien dit, c'est beau ce que tu dis. Puis en plus, pour ajouter à la note, il a fait sa culbute pour éviter une jambette à un moment donné. Tu sais, il l'a fait. Contre Hugh Morris, il fait le taunt, là, il fait une culbute par en arrière. Certains se moquent sur le Twitter pour dire que c'est complètement inutile. Et moi, je dis que c'est le meilleur. C'est vrai, excuse-moi, j'ai pas réagi, mais c'est quand même fou, ça. Il fait... là, il fait comme un taunt à ce moment-là. Fait qu'il fait juste un backflip où il met ses mains par terre. Ben, il évite comme un mouvement de peut-être qu'il y aurait eu un coup. Là, il n'y a pas de coup, mais... J'imagine que peut-être on va vous mettre un extrait avec ça. Peut-être. Mais parce que pas dans l'épisode, mais si on est dans un extrait en ce moment. Si on est dans un extrait, peut-être, oui, on aurait le droit. Mais la culbute, moi je trouve ça très joli. Puis on va le voir à quelques autres reprises. Vraiment l'utiliser comme pour éviter un coup, cette culbute-là. Entre autres contre Glacier, je pense. Glacier, il a un très beau contre DDP à la fin de cette année-là. Mais sauf erreur, ce serait la première et dernière fois que Goldberg fait son backflip juste pour taunter. Ouais, c'est ça. Dernière fois. Pas de spear, taunt culbute. Moi, si c'était moi, il le ferait tout le temps. En tout cas, quand tu dis laisser une bonne impression pour ton premier match, je pense que c'est chose réussie. On passe, et c'était son début à Nitro. Donc ça, c'est intéressant de mentionner. On va passer, on avance de quelques semaines, on s'en va à WCW Saturday Night. On s'en va contre Roadblock. Peux-tu me parler un peu de Roadblock, Guillaume? Roadblock, c'est un monsieur avec le pire nom du monde qui arrive avec une clôture de signalisation, c'est ce qu'on appelle, là, une clôture
Orange, rouge avec des petites lumières, comme s'il faisait la circulation. On pourrait même appeler ça un roadblock, je pense. Ouais, c'est un roadblock. Bon, c'est vrai. Excusez-moi. Fait que c'est un genre de col bleu de la ville fâchée qui vient se battre, mais il n'y a pas vraiment un look de col bleu. Je pourrais vous décrire Roadblock comme ça. C'est un monsieur tout de peut-être de 6 pieds 6 à peu près, un énorme monsieur, 6 pieds 6, un bon 400 livres là, à l'œil. Là. Puis c'est à noter en ce moment que les matchs, ce ne sont pas totalement des squash. Ce sont des matchs courts, mais compétitifs quand même. Donc, même les gars contre qui Goldberg s'affronte, ben, ils ont le dessus pendant le match à certains moments. Puis pour finir sur Roadblock aussi, il me semble être un genre de monsieur qui, je pense pas, on a souvent dit, hey, Roadblock, là, il est tellement respectueux avec les femmes. Il n'y a pas l'air de ça. Je suis d'accord avec toi. Il a l'air plus de monsieur qui ferait des meeting teams en bedaine. Il a l'air de ça. Effectivement, c'est assez spécifique, je trouve, comme exemple, mais je pourrais l'imaginer faire un meeting Teams en bedaine. J'espère qu'il ne pouvait pas encore en 97, mais s'il pouvait, il l'aurait fait. Maintenant, il dit non, je peux pas me rendre au bureau, je suis trop occupé. Tu l'appelles, il est en bedaine. Ouais. Roadblock. Fait qu'allez voir Roadblock contre Goldberg. À ce moment-là, on l'appelle Goldberg parce que c'est plus simple, mais il s'appelle encore Bill Goldberg. Et là, il y a une entrée, là. Là, il y avait une toune, une entrée. Là, il est comme plus vraiment jobber. Déjà, en quelques semaines, il y a déjà quelque chose qui s'est passé. On voit le potentiel chez Goldberg et on continue de l'exploiter. J'aimerais dire aussi ses muscles, en quelques semaines, ont déjà grossi. Ses trapèzes sont plus gros. Déjà, il y a plus de pectoraux, puis il y a des abdos pas possibles. Puis il est plus bronzé que son premier match. Il y a un beau bronzage. Effectivement, il prend ça au sérieux, on le voit. Puis c'est juste la bonne quantité de poils sur le chest. C'est pas facile. Ouais. Donc, critère 1, le spear, une note entre 0 et 3. Le spear, ben, encore 0. Pas de spear. N'existe toujours pas après le deuxième match. Il a fait son ciseau de... Comment on appelle ça? Comment ça s'appelle? Un takedown en ciseaux. Là. Takedown en ciseaux non réussi. Ça, il y a un petit botch. Ciseaux de jambe. Ouais, je ça, sais pas comment on peut appeler ça. Donc, on a 0, pas de spear. Au niveau du jackhammer, on a donné un 3 sur 3. Ouais. Très réussi. Roadblock est quand même plus grand que Goldberg. C'est un gros bonhomme. Puis ça a été un jackhammer très réussi. Ça sera une tendance pendant sa run de le mettre contre des géants. Puis qu'on se dise, ben là, c'est impossible. Puis aussi contre Roadblock, il a commencé à faire sa clothesline sans courir. Ça, il le fait pas mal dans tous les matchs par après. C'est comme moi, tout n'a pas l'air d'aimer ça, mais moi, j'adore ça. Là. Qui est juste, il se donne une swing, puis là, clothesline, mon esti de chien. Puis il y en a plein qui essaient de faire ça. Wardlow faisait ça à la All Elite, c'était épouvantable. Mais Goldberg, moi, j'y crois. Je trouve que tout a de la legit dans ses attaques. Sauf ses coups de poing. Ses coups de poing sont épouvantables. Ouais, il fait. Comment les expliquer, ces coups de poing? C'est qu'il. Souvent, les gens, les lutteurs, ils vont soit ouvrir leurs mains à la fin quand ils donnent un coup de poing ou soit casser leur poing. Puis il y a différentes techniques que je ne connais pas, c'est sûr. Mais lui, il garde son poing fermé, ce qui fait en sorte qu'il est obligé de faire semblant de donner les bines un peu. Fait qu'il fait juste arrêter son coup avant. Ce qui fait que c'est mieux quand il donne des coups de genou. Sa motion est cool. Là. Il donne vraiment des. Il fait pas ça joue devant nous, puis je trouve qu'ils sont pas tout le temps si pires que ça. Là. Mais il fait des belles motions, mais quand il est en ground and pound à terre, là, c'est épouvantable. Parce que debout, ça a l'air quand même bien. Mais là, on vient de voir, on l'écoute en ce moment, le jackhammer de Roadblock est incroyable. Moi, je donne un autre 3 pour le jackhammer. Puis, on a-tu écrit, il n'y a pas eu de botch? Tu dis qu'il était botché? Il n'est pas totalement réussi, là, je pourrais dire. Là. OK. Puis, au niveau réaction plutôt tranquille quand même. Ça capote pas encore pour lui. Je pense pas que personne avec Roadblock sur le ring était bien attentif. Là. Ouais, ça, c'est un très bon point. Fait qu'on passe ensuite au troisième match de notre sélection. C'est contre Manny Fernandez, évidemment. C'est à Main Event. Donc là, on a eu Nitro Saturday Night. Là, on passe à Main Event. Troisième show différent. Show qui est encore plein. Il y a du monde debout. Là. Il manque de sièges. Mais là, on vient de quand même skipper 2 mois à ce moment-là. Fait que là, on passe de octobre à décembre 97. Donc, on va déjà voir des différences dans l'attitude de Goldberg, dans la foule aussi, l'attitude de la foule par rapport à lui. Un match court, encore une fois. Encore, surprenamment, un match compétitif. Donc, oui, c'est des matchs courts, mais moi, je ne les vois pas comme des squash tant que des matchs très, très simples. On fait des matchs de 3, 4, 5 minutes, mais ça reste qu'il y a encore le bout de l'autre va avoir le dessus un peu, puis Goldberg gagne à la fin. Il y a quand même, c'est pas... En tout cas, moi, à mon sens, ce n'est pas un squash en bonne forme. Je veux dire, les autres, même tout le long de la run, il n'y a pas un vrai squash. Les autres ont tout un petit peu d'attaque.
Donc, au niveau du spear, mais encore une fois, là, on est à quelques mois, puis il n'y a toujours pas de spear, en tout cas dans les matchs qu'on a observés. Il fait un takedown au début du match, donc je pense que c'est ça qui va devenir son spear, tu sais, parce que dans les matchs jusqu'à maintenant, il tente tout le temps un takedown un peu raté, là, à mon avis. Ouais. Là, on voit les débuts du spear. Là. Je pense que quelqu'un y a enseigné qu'on tenait peut-être quelque chose, il faudrait juste le peaufiner. Effectivement, fait que je pense que c'est ça. Donc, il n'y a toujours pas de spear. Au niveau du jackhammer, ben là c'est un vrai de vrai 3 parce que là, il a fait les fins observateurs pour en marquer. Il tourne. Il tourne pendant le jackhammer et ça, c'est le fun. Ça donne des notes. Nous, experts de lutte, on donne un 3 sur 3 pour ce jackhammer-là, qui est comme la picture perfect, la genèse de ce qu'on a dans la tête d'un jackhammer. Là, il a tourné. T'sais, le gars est plus petit, puis quand Goldberg il lutte contre des plus petits, c'est un peu comme tricher. Puis il n'est pas si petit que ça, ce monsieur-là, Manny Fernandez, mais là, on s'entend qu'il a juste pogné des messieurs genre 6 pieds 7, 400 livres. Là. Je suis pas sûr qu'on a donné notre indice de plaisir pour les 2 derniers matchs, mais c'était 1 pour les 2 derniers parce que c'était plutôt ordinaire. Là, pour le match contre Manny Fernandez, ben, on a, au niveau des botches, il y a un botch, donc ce serait peut-être le premier botch officiel qu'on a vu, si on compte pas le ciseau un peu raté de tantôt. Là, on a fait un spinning neckbreaker où le timing était vraiment off. Cette chose que je viens de l'avoir est complètement folle. Je te dis, j'adore. Crache à terre, moi j'ai ça qui crache à terre. C'est terrible. Fait qu'il fait un spinning neckbreaker, mais qui est très raté des 2 côtés. Donc le timing fonctionne pas bien. Ouais. C'est là qu'on peut voir un peu plus les lacunes de Goldberg. Hein. Parce qu'il est tourné du mauvais bord. C'est dans les finesses au niveau du timing. Il a tourné du mauvais bord? Oui, il a tourné du mauvais bord. Fait qu'il n'a pas suivi la motion de son adversaire. On vient de le voir, là. Je sais pas. T'as peur qu'il le donne une petite seconde. On va le voir là, devant nous. Là. On va vous le décrire. Donc, il s'installe comme en position suplex, mais finalement, il va tourner. Donc là, lui, il tourne vers la droite. Non, il tourne du bon côté. Ah non, c'est l'autre qui fait fuck all. Excusez-moi. Le timing est pas bon. Mais quand même, Goldberg, après avoir raté son move, il fait un ton. C'est pas tant lui qui l'a raté, c'est l'autre. Là. Ben, ça se danse à 2, Guillaume, à mon avis. Donc, c'est ça. Il y a un spinning neckbreaker raté. L'indice de plaisir est à 1. Pas mal ordinaire. Premier botch qu'on voit jusqu'à maintenant. Et Goldberg se fait huer pendant le match. Mais par contre, je te dis, il regarde en avant, il s'en crisse, il réagit, il hurle. Ah! Après le match, pareil, le monde l'a eu, il s'en fout, il est babyface à côté. Mais pas babyface, il est... je rentre dans le ring, je te détruis, puis on s'en crisse. Mais même, ce narratif-là pour le match suivant contre Steve McMichael, là, il attend même pas que le gars il arrive sur le ring, il sort, puis il vient le chercher direct. Là. Donc, on est au premier... Directement dans la rampe. Au premier match de pay-per-view de Goldberg de sa carrière. On est à Starrcade 1997, le 28 décembre 1997. On est 2 semaines plus tard que le match de Manny Fernandez. Donc, il est contre Steve McMichael. C'est le match le plus long qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est-tu Mango, ce gars-là? Je pense que oui. C'est pas ça. T'as peu, je vais checker. Parce que lui, il est terrible, ce lutteur-là. Terrible. Michael Mango. C'est ça? Mango? Ouais, Mango, c'est ça. Ouais, c'est lui. Il est pourri. Là. Lui, il y a juste des clips de lui qui botche à côté. Décédé en avril 2025. Repose en paix. Repose en paix. Ça, je sais pas. Je me sens très avoir des terribles. Ouais, mais il y a un compte Twitter qui fait que compiler les botches de Mongo. Là. Il y en a beaucoup. Là. Donc, on lui donne pas de chance quand même à Goldberg là, dans ses choix d'adversaire jusqu'à maintenant. Là. C'est rough, là, pour vrai. C'est ça qui est quand même incroyable de sa run. Là. Il est à Starrcade, il est rendu un pay-per-view, on le met contre Steve McMichael. Puis il s'en sort quand même, somme toute bien, quand que tous les moves de Steve McMichael sont dangereux parce qu'ils passent tout proche de botcher. Même la finale est dégueulasse. Là. Parce que Goldberg, c'est pas la faute de Goldberg, c'est Goldberg. Ben, allons-y dans l'ordre, là. On a des notes pour ça, parce que t'allais parler du jackhammer. Ouais. Ben, parlons du spear, premièrement. Là, je pense qu'on le voit devant nous. Non, c'est pas ça. Là, le spear, c'est pas encore totalement un spear. C'est qu'il va rentrer, il va faire un takedown en courant. À Steve McMichael, qui ressemble un peu. Mais c'est que l'autre, il reste droit comme une barre de même. Puis il fait juste tomber sur le dos. Fait que ça look pas comme un spear. Ça look comme plus un shoulder block dans le chest. Fait qu'on y va pour la note de 1. Parce qu'il y a présence de spear, mais il est bien ordinaire. Goldberg aura une table. On verra plus jamais ça. Il a emmené une table sur le bord du ring, puis il va pitcher Steve McMichael dedans. Ouais, on a décidé de mettre un spot hardcore. On a essayé de quoi avec Goldberg. Finalement, c'est peut-être pas nécessaire, je pense. Non, ça ajoute rien, à part qu'il va envoyer Steve McMichael dedans. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Rest in peace, repose en paix. Au niveau du jackhammer, Guillaume, qu'est-ce que tu allais dire? Ben, en fait, je vais dire 1 parce qu'il est tout croche. Puis la finale est particulière aussi. Fait que Steve McMichael arrive à prendre Goldberg en tombstone, je pense. En tout cas, on s'aligne pour ça.
Mais là, vu qu'il est tombé dans la table, il a mal au dos, lâche Goldberg. Puis le Goldberg, par rapport, il fait un jackhammer, mais un jackhammer que l'autre ne side pas pantoute, c'est un gros sac de patates. Et là, Goldberg est comme obligé de le pitcher directement un peu tout croche à la diagonale. C'est un jackhammer que je donne la note de 1, épouvantable. Je trouve que c'est une note qui est complètement justifiée. On n'a pas mis de botch officiellement, des moves un peu croches, mais on n'a pas de botch C'est une drôle de officiel. finale qui look comme un botch. Puis l'indice de plaisir, entre 0 et 3, on a inscrit un 2 quand même. Ben parce que là, le monde est content. Le monde est heureux de voir Steve McMichael en manger une sincère. Puis là, tu vois que Goldberg, là, il se passe de quoi avec lui. Hein. Là, il est plus dans l'indifférence totale. Là. Les gens sont contents de le voir. C'est son premier pay-per-view. On le voit faire un premier dropkick. Il fait un dropkick pendant le match. C'est vrai. On a écrit 5 du front pour aucune raison. Pour aucune raison. Ok, Goldberg, ça? Ou... Ouais. Puis ça va être la seule fois qu'on va le voir dans cette année-là. Fait que je pense que il se pète souvent la tête sur le casier. Là. Là, il a l'air de pas être encore là-dedans. Mais là, il saignait pendant le match. Parce que plus tard dans sa carrière, il va arriver en saignant. Là, on est 3 mois plus tard de son début contre Hugh Morris, puis il est déjà over. Là, ça fait 3 mois qu'on lui fait cumuler des victoires contre des nobody, grosso modo. Puis là, on lui donne un match de pay-per-view et il est over. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je serais prêt à dire over que le Chris. Ça s'en vient, là. Mais pas over que le monde se chie dessus encore. Ça va arriver encore dans 2-3 mois. On avance dans un peu plus de 30 jours. On est en fin janvier. Fin janvier 98. On retourne à Saturday Night. Un match contre Meng à ce moment-là. C'est quoi ton opinion sur Meng? Ben, c'est dans ce match-là, je connais pas tant Meng, à part qu'il avait une réputation de se battre dans les bars, être un rock and tough, comme on disait dans le temps. C'est une expression de 1997 quand j'étais en 6e année. Rock and tough? Ouais. En 5e ou 6e année, on disait ça, c'était cool en Chris. Mais Meng est avec Jimmy Hart. Oui. Meng est dans l'attitude de là, le jeune, tu l'auras pas facile. Et là, on peut sentir beaucoup de shoot wrestling, surtout quand il tombe en plus en mode chain wrestling, là, que Goldberg, tu vois qu'il faut qu'il fasse sa place. Là. Ouais, ça, on a décidé de faire du chain wrestling pendant quelques minutes au début du match. Ça ne sera pas une technique qu'on va réutiliser pour le futur. Non, mais il y a quelques segments que tu vois Goldberg envoie, mettons, dans le coin Meng, et là, il fait signe, mettons, revient. Puis là, il revient pas. Fait que tu vois juste Goldberg de se préparer à faire un move, puis là, finalement, Meng, il revient pas. Fait que tu es obligé de voir Meng de près. Et là, tu vois que Meng, lui, il avait déjà préparé que là, on fait du chain wrestling maintenant. Fait que tu sais, c'est... La chimie entre les deux elle va gâcher le plaisir un peu dans ce match-là. Puis là, il y a aussi le ground and pound. Non, je les vois, là, les coups de poing terribles au sol dont tu parlais. Là. Donc, c'est des coups qui donnent juste en dessous du cou. Fait qu'effectivement, il peut pas frapper très très fort vu que c'est des coups de poing dans le cou. Exact. Puis là, tu sais, Goldberg se relève dans des moments dans le match, puis Meng fait juste le tirer par la jambe pour lui faire perdre l'équilibre, qui est pas vraiment de la lutte. Parce qu'il frappe un peu quand même fort dans les côtes. Puis il met tout le temps la main dans le visage un peu tout le temps. Là. C'est quand même... Tu vois qu'il y a un peu de bullying dans ce match-là. Là. Meng est peut-être... il me semble, là... Si je fais une supposition, il me semble peut-être un peu jaloux. Il me donne cette impression-là. Ouais, je pense que oui. C'est un jaloux. C'est notre premier jaloux. C'est un jaloux. Fait qu'on y va pour la note sur le spear. On a donné un 1. Fait qu'on n'est pas encore on n'est pas encore dans les gros spears légendaires. Mais là, elle existe dans ce match-là, le spear. Elle vient d'apparaître, là. C'était pas tant officiel avant. On avait dit direct comme une barre avant. Là, il a vraiment pogné. Là, c'est un spear. Un spear terrible, pareil. Il a encore fait son ciseau de jambe takedown terrible. Il est encore pourri. Mais il est over. Il est over. Puis la meilleure séquence du match, il y a 2 botches back-à-back, là. Il y a une séquence que Goldberg échappe Meng puis il tombe sur la tête là, en faisant un genre de power slam. Ouais, il fait un power slam puis Meng c'est ça, il l'envoie dans les cordes. Le Meng donne un coup de pied, il doit l'attraper en power slam. Puis Meng s'aide pas là. Ça fonctionne pas. En tout cas, il y a erreur de part et d'autre, il l'échappe sur la tête. Et là, tout de suite après, Jimmy Hart monte sur le 3e câble. Goldberg l'attrape en military press qui est malheureusement pas très haut. Puis il tente de le lancer sur le dos, mais finalement, il fait juste le lancer sur la tête. Mais habituellement, ce move-là, tu pognes la personne par les testicules comme ça sur le turnbuckle, puis c'est la personne qui se pitch. Tu sais, toi, tu fais juste le mouvement de bras, tu fais rien d'autre. Tandis que là, Goldberg, il a pogné Jimmy Hart, puis il a dit « Je vais te traîner un peu ». Puis là, il a juste lancé, mais l'autre, il n'y a pas de motion. Là, il faut que tu regardes le spear là, pendant un instant, check.
ça, c'est pas très beau. Ça, c'est pas Ça. un beau spear. C'est Mais il vraiment- existe. C'est un- Il est là, on a tenté le spear, tu sais, c'est le setup pour le jackhammer, mais il n'y a pas de gros sel de la part de Mang, c'est pas très réussi. Puis on y va pour un jackhammer de peine et de misère quand même. Mais encore là, je trouve que Mang s'aide pas beaucoup. Là, il n'y a pas une grosse motion de sauter dans les airs pour l'aider. Par contre, le spear existe parce que moi, ma théorie, c'est que Mang a dit moi, tu me feras pas juste un move pour me battre, il va falloir qu'il y en ait un autre avant très fort. Fait que là, c'est peut-être ce match terrible-là qui a donné le Goldberg qu'on connaît dans les mois suivants. Là. Parce que là, maintenant, il va toujours faire spear, jackhammer. C'est réel à partir du match contre Mang, par exemple, si on va avec des notes. On a donné un 2 pour le jackhammer à ce moment-là. On a présence de botch, oui, 2 botch back-à-back, sur Mang puis sur Jimmy Hart. Les deux, il les lance sur la tête de suite. Fait que ça, c'est pour être extrêmement dangereux et problématique. Mais on dit, bon, regarde, il faut bien que jeunesse se passe. On poursuit, on s'en va maintenant. Le niveau plaisir, on a mis 1. Parce que C'était long et plate, puis il n'y avait pas de table. C'est ça. Donc, on s'en va contre Disco Inferno. À ce moment-là, à Thunder. J'aimerais Non, dire aussi. non, c'est Saturday Night, Je excuse-moi. pense qu'on peut se permettre de dire le style vidange à Disco Inferno. Là. Je pense Ouais, tu penses qu'on qu'on peut peut. dire ça? Ouais, on peut, je pense. Hein. Je pense qu'on peut dire ça. Cody Rhodes nous donne la permission. Oui, je t'ai fait lire hier le tweet légendaire là, de Cody Rhodes envers Disco Inferno. Disco Inferno qui est connu pour être sur les réseaux sociaux puis dire que la lutte c'est de la merde maintenant. Puis Cody Rhodes l'avait reviré de bord dans un tweet légendaire dans lequel il disait que t'es juste chanceux d'avoir été capable de rider sur le succès des autres dans une ère où t'étais juste populaire auprès des boys dans l'arrière-scène. T'as jamais ramené $1 à l'époque puis aujourd'hui t'es pas capable de te faire booker. T'es un ton de marde. Il donne aussi beaucoup d'opinions politiques, puis ça a l'air d'un Proud Boys. Bon, mais super ça. Il y a des moves, puis on dirait que des gens prétendent que Disco Inferno était méga over. Je ne pense pas que c'est vrai. Et en tout cas, là, il est pas méga over. Et un peu. Il est comme heel, puis le monde, ils font juste le détester pour vrai. Ouais, donc je pense que j'ai oublié de mettre une note pour le Jackhammer. Mettons qu'on avance. Il y a comme pas grand chose à dire sur ce match-là, je pense, là, malheureusement. Ben, il a tenté encore son takedown ciseau qui était encore botché. C'était le botch dans le match, donc on devance pour ce critère-là. Mais oui, il y a eu un botch dans ce match-là au niveau du ciseau. Il y a un hommage à Kurt Angle avec un ankle lock d'avance avant que Kurt Angle commence dans la lutte. Ça, je trouve que c'était bon. Goldberg connaissait déjà sa lutte. Au niveau des commentaires, là, on remarque que Goldberg est plus tiqué. Vraiment plus Ouais. tiqué. Ça commence. Donc, je sais pas si Guillaume, tu peux me décrire un peu les tics de Goldberg. Ben, je vais les faire. Il y a celle-là. Il y a celle-là. Il y a celle-là. Il y a celle-là. Comme ça. Ouais, les yeux un peu, là. Les yeux fous. Puis là, il est fait même dans son entrée, ses tics. Puis là, il est fait... Quand il prépare son jackhammer puis son spear, il y a beaucoup de tics juste avant. Fait que ça, c'est un... Mettons, être son adversaire, tu sais que ça va faire mal bientôt. Mais là, on a vu une nouveauté. On a vu le premier Military Press Power Slam, Ouais, qui est qui un était, move exceptionnel. C'est mon plus beau souvenir de Goldberg dans ma jeunesse. Parce que moi, j'étais complètement impressionné de ça parce que c'est tough à faire. Faut que tu sois très fort. Là, il y avait pas encore de pétard, mais il y avait de la fumée à Ouais, ce moment-là. c'est vrai, Fait que il y a ça, c'est de la quand même fumée. un fait très notable dans son entrée. Ses trapèzes sont encore plus gros. Oui, ils ont grossi. On l'a noté. Il refuse que l'arbitre le touche. Il y a encore sa chanson classique, ça, je voulais juste le noter. Mais vraiment, le Military Press Power Slam. Puis là, on a écrit dans le commentaire qu'à ce moment-là, c'est officiel, Guillaume rêve d'être Goldberg. Oui, à ce moment-là, j'approche les 11 ans puis je rêve d'être Goldberg plus tard quand je vais être grand. Attends un peu, je vais juste essayer de voir le spear devant nous là, pour nous aider à confirmer notre note. là. Ben, le jackhammer, je peux déjà confirmer, un 3. C'est un très beau jackhammer. Ne tourne pas, mais il a l'air ultra puissant. Là. Il est froid. Le spear, et là, Le spear est à 1, quasiment 2. Là. là c'est qu'on a un spear, là, puis je vais aller dans le détail, mais on a un spear que C'est important. Les Disco- gens sont là pour ça. Là. Disco Inferno a anticipé l'impact. Fait qu'il a comme commencé à tomber avant de recevoir l'impact. Fait que ça donne tout le temps des chutes un peu awkward. Ouais, puis là, j'ai tendance à dire que Goldberg s'en vient plus lutteur. Tu sais, on dirait qu'il a plus confiance en lui. Parce qu'à cause que Disco Inferno n'a pas voulu pogner son spear, il était le calice à terre très très fort pour le jackhammer. Je trouve qu'il y a comme eu un reçu qui a été donné par après. Il est comme on peut faire ça. Chose que Goldberg ne faisait pas avant contre Mang, c'est pas mal lui qui s'est fait brasser. Et là, je trouve que contre Disco Inferno, c'est permis de remettre le reçu à Disco Inferno. Je sais pas quand est-ce que Goldberg commence à être payé très cher. Là. Je sais pas quand est-ce que ça se fait. là. Ben, je pense qu'il a toujours été payé quand même bien cher. C'était quand même un gars de la NFL et tout. Là, pas mal sûr qu'il négociait bien ses affaires. Mais là, je sais pas. Le prochain match est contre Jerry Flynn, un monsieur avec une coupe longueuil et des pantalons blancs avec une ceinture de karaté. Ouais, il y a une coupe longueuil frisée, beaucoup de poils de chest. Jerry Flynn n'a pas traversé les époques. Non, mais c'est surtout ces pantalons qui ne sont pas des pantalons de karaté ou de taekwondo,
Mais il y a quand même une ceinture de taekwondo en entour. Là, Goldberg est environ à 5 mois de carrière à ce moment-là. C'est un match... Ben, L'indice de plaisir pour le match d'avant, on avait mis quand même un 2. C'était quand même agréable de voir Disco Inferno se faire ramasser à côté. Au niveau du Spear, je vais le mettre devant nous encore une fois. On avait noté un 2 à ce moment-là. J'aimerais ça qu'on puisse le voir. J'ai pas pris beaucoup de notes. Regarde bien ça s'en vient. Boum! Là, il est bon. Là ça s'en vient. Ça, c'est un beau Spear. Puis check, là, il fait son... Là, il est content. Puis il est bien musclé, bien bronzé encore. Là. Donc on y va pour un 2 au niveau du Spear. On a un Jackhammer bien exécuté où on prend... Là, on garde du temps. Ça, c'est bien. Quand il peut se le permettre, là, c'est quelque chose qu'il va refaire de plus en plus, ça, qu'il va staller avec le Jackhammer dans les airs avant d'y aller avec Mais je la sens chute. encore de la jalousie de ses adversaires. Comme lui, Jerry Flynn, quand il s'est fait piner, il a quand même bougé. Là. Il était pas totalement mort. Il était un tough, lui. Il s'est pas fait totalement détruire. Mais on a écrit que M. Karaté, quand même, il y avait un peu de shoot là, dans ce match-là, là, qu'il y a des bons coups de pied. On sent encore une fois là, une volonté de remettre Goldberg à sa place. Ouais, puis quand on dit shoot, souvent, ce qu'on peut voir dans ces matchs-là, c'est quand ça suit plus vraiment la danse de la lutte, mettons. Mm-hmm. Parce que lui, là, Goldberg, il fait un move, puis lui, sans Chris, il donne des coups de pied pendant ce temps-là. Mm-hmm. C'est même que ça se passe. L'indice de plaisir est à 2, je pense. Quand même, ben, là, 2, parce que j'aimerais dire qu'on a dit 2, car la foule est très contente. Effectivement. La foule commence à vraiment aimer Goldberg. Puis il y avait de la fumée, fait que ça, c'était... Là, ça fait juste 5 mois qu'il existe, ce gars-là. Puis là, il est over. Là. Ça me fait capoter. C'est ça que je disais tout le long quand on regardait tous ces matchs. Comme ça. Aucun crise de sens, ce gars. Était, là, 5 mois, pas de toune. Directement sur le ring contre un monsieur qui a un jeu de mots d'humoriste. Dans son nom. Ouais. Il est rendu ça. Je pense pas que pour eux, c'est comme ça le jeu de mots, par contre. Là. Je pense pas qu'il y ait des humoristes en anglais. Non, mais pour moi, il sait comment ça se dit en français. Là. Ça doit être ça. On passe après ça à un autre Nobody, qui est quand même une thématique récurrente là, pour la première run de Goldberg. Brad Armstrong qui arrive avec un t-shirt bleu avec des genres de yeux de loup. C'est écrit Armstrong Curse dessus, avec des yeux de loup au airbrush, là, comme sur le suit, là, disons, de RVD, mais c'est très raté. Il ressemble un peu à Val Venis, je trouve. Il a coupé ses manches, je sais, mais juste là, ici, au lieu d'être aux épaules. Ouais, un petit peu trop bas quand même. Ouais. Puis il a aussi fait noter aussi dans la foule, il y a un gars fucking jacked qui a une pancarte marquée nous avons une pancarte pour avoir de la nourriture. Ouais, il dit je will wrestle for food. Non, l'autre, lui, c'est le monsieur musclé, il dit qu'il y a une pancarte pour lutter. Will Old Sign. Il dit je vais tenir ta... tiens des pancartes pour avoir de la nourriture, mais il est musclé que le tabarnak. On a vu ça dans 2 matchs, là. Qu'il y a des messieurs Jackie que le Chris qui sont en bedaine dans la foule, par rapport. Là, on a un Goldberg bien huilé. Ok, mais tu l'as bien pris, gars. Il y a quand même du monde qui se mettait en bedaine ou on les laissait faire à cause qu'ils étaient musclés. Ouais, je comprends. Et là, on a, Guillaume, quelque chose d'exceptionnel qu'on vient de voir. Oui. On est à Super Bowl, encore une fois, deuxième match de pay-per-view. Je pense que ça a changé toute notre jeunesse, toute notre appréciation de la lutte à partir de maintenant. On a un premier pétard et avec une fontaine de... Comment on appelle ça? Une fontaine de pétard doré? Une fontaine de pétard de doré. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Un rideau. Un rideau de pétard. Et là, qui il y a continue beaucoup pendant son de entrée. tics. Là, ces tics sont encore amplifiés. Il commence à donner des coups de poing de même quand il rentre. Comme ça, de haut en bas, il donne des coups de poing d'avant. Là, il fait peur en tabarnak. Tu sais, ces tics, ça a l'air vraiment un esti de fou qui va te péter à la gueule pour rien. Puis les gens veulent y toucher. Là, on voit qu'il est over que le tabarnak. Ouais. Là, il n'y a pas de doute en ce moment. Ouais. Il est over plus. Puis on voit aussi que les gens achètent juste des t-shirts de la NWO. Il n'y a aucun autre t-shirt qui se vend dans l'USW. Tout le monde a un t-shirt NWO dans la foule. Tout le monde. Un bandana NWO ou un t-shirt de NWO. Mais personne n'a un chandail genre de Macho Man. C'est impossible. Donc, dans ce match-là, on a eu encore une fois un ciseau de jambe raté. Donc, un autre botch. On a le Military Press Power Slam qui est réussi à perfection. Au niveau du spear, on a donné un 2 parce qu'on est sévère. On va-tu donner des 3 à un moment donné? Mais non. T'as dit non? Ben oui, il y en a. Inquiète pas. Parce que je me rappelle pas. Là, on le voit en position. Ah là! Ça, c'est je t'en rappelle pas, mais je te confirme qu'un de tes bons lutteurs favoris un peu mélangé de ces jours, il y a un spear incroyable contre lui. Hein? Contre Raven. Le spear est magnifique. Ben là, tu vois, j'ai aimé ça parce que là, on a un spear où Armstrong a la logique de se retourner tranquillement puis être surpris. Puis là, il est surpris justement par le spear. On a un jackhammer très réussi pour une note de 2. C'est quand même... non, on a mis 3 parce que... Oh, t'as mis une note, Guillaume, très importante.
Peux-tu la lire, s'il te plaît? Oui, c'est jackhammer à une main et en plus, a levé la jambe de son adversaire après. Ça, c'était fou. Là. Il l'a tenu à une main. Là. Il a lâché sa main qui tenait les bobettes. Puis après ça, il l'a pété en jackhammer. Puis après ça, il a levé la jambe de même. Ça faisait vraiment hot. Je donnais un 3 pour ça. Donc, on y va un 3 pour le Jackhammers. L'indice de plaisir, on est à 2. On a inscrit que c'est le meilleur match de Goldberg jusqu'à maintenant qu'on a vu. Ouais, on a pétard, mais il ne marche pas dedans. Il ne marchera pas dans aucun pétard de l'année non plus, je vous le dire. Un divulgacheur. Là. Mais le premier match, on a mis un 3, mais vous comprendrez. Là. Quand même, ça, je pense que c'est le meilleur match. C'est les premiers pétards. Fait que ça, c'est très positif. Il a fait aussi un pump and doll, garocher le gars par en arrière. Effectivement. Ça, le commentaire a dit, j'ai jamais vu ce move-là. Puis Tony a dit, normal, personne ne fait jamais ça. Il y a des pétards, mais ils marchent pas dedans. Fait que ça, c'est un peu décevant. Ouais. Il y a No Cell. Là, c'est quand même important à noter. Il y a le finisher de Brad Armstrong, c'est un Russian leg sweep. Oui. Puis Goldberg, le No Cell. Il se relève tout de suite après. Il y a des chants timides de Goldberg qui commencent. Oui, c'est des Goldberg, mais c'est pas les Goldberg. C'est juste Goldberg. C'est Goldberg, mais pas Goldberg. Ouais. Vous comprenez la nuance? Ça suit pas la toune encore. C'est ça, exactement. Puis ça va être quand même un moment très important. Là, ensuite, on a un match contre Ray Taylor. Guillaume, peux-tu me décrire un peu Ray Taylor, c'est Big Boss Man, mais comme si Big Boss Man voudrait faire une audition pour être le personnage principal des Trailer Park Boys. Oh, c'est une excellente idée. Il manque juste le petit verre de Roman Coke, puis c'est Julian, en effet. Oui. On a été à ce moment-là, on a encore là un bon lutteur. Big Boss Man, selon moi, c'est un bon lutteur. On le place contre un bon partenaire de danse. Plus qu'over pour Goldberg. Beaucoup plus de pétards. Il est rendu à 66 matchs, mais on annonce 64-0 dans sa streak. Ouais, c'est ça, exactement. On sait de sources sûres qu'éventuellement, ils vont un peu perdre le compte là, de sa streak et ils vont dire des chiffres, ce sera pas tout le temps les mêmes, les bons. Ça compte les matchs en house show aussi. Fait que ça, c'est important à noter. Avec Cage Match, je pense qu'on s'approche quand même du chiffre officiel. Là. Je pense que ce sera quelque chose comme 174 à la fin ou je ne sais quoi. À faire de même. Jusqu'à temps qu'ils perdent de la façon dont vous savez qu'il va perdre. Il nocelle aussi le Spinebuster. Ouais, c'est ça qui est cave, ça finit de même. Ça n'a aucun sens, en tout cas. Puis, il fait sa magnifique clothesline en courant pas. Puis, il y a un petit gros pop. Il va le faire, là, bang! Là, il fait un juke. Fait qu'il il va vers il fait semblant d'aller vers la gauche. Finalement, il va vers la droite. Puis, il fait une corde à linge. Et le monde se lève. Il y a un gros pop pour une corde à linge. Le monde se lève, puis ils applaudissent, puis ils capotent, puis ils pitchent leur affaire. Puis là, ils sont heureux. Fait que, moi, niveau de plaisir, 2. Clairement. Là. Mais t'as peu, il faut noter la Spear, il faut noter le Jackhammer. C'est quand même important, Guillaume. Ben, le Jackhammer, la Spear, on va donner un 2. Là. C'est une Spear correcte. Là. Ben ouais, t'as souvenir. Fait que le Spinebuster, je sais pas si c'était son finisher, mais en tout cas, c'est un autre no-sell, un peu à la Sting. Là. Donc, il mange le Spinebuster, il se relève immédiatement, fait un Spear. Le Spear est hot, il a l'air réel. Moi, j'aime ça. Un Spear takedown, là, puis on prépare le Jackhammer. Moi, j'ai aimé ça. Je donne un 2. Après ça, on a un Jackhammer, encore une fois, réussi sur un énorme monsieur, en la personne de Ray Taylor, Big Boss Man, qui est un bon lutteur et qui aide beaucoup Goldberg. On voit la différence tantôt avec Meng et celui-là, par exemple. Et là, la foule est en délai, comme Marc Blondin disait à RDS à l'époque, la foule is on delay. La foule is on delay. Ensuite, là, on arrive à un moment quand même important dans la carrière de Goldberg. Son premier titre. Donc, on va avoir un match contre Raven qui va être à un nitro. Là, on est rendu en avril 98. Donc, on arrive à la fin de ce qu'on couvre là, pour la run de Bébé Goldberg à Gros Goldberg. Donc, c'est pour le titre US. Puis, Raven, à ce moment-là, a gagné la ceinture la veille, je crois. Donc, il a gagné le titre US la veille. Puis, comme, yes sir, ça part. C'est ma carrière part. Là, je pense que ça va être bon pour moi. Puis, on a écouté un extrait de podcast où Raven en parle. Puis, il explique que dans le fond, lui, il a su juste la journée même, là, le soir du show, qu'il allait perdre la ceinture. Puis, on dit que c'est pas ça le narratif qu'on entend d'habitude, mais ce que je veux dire, c'est que le podcasteur est dans l'idée de se dire tu devais être fâché de pas savoir avant, ou genre, ça n'a bien pas de bon sens qu'il te le dise juste la journée même. Puis, j'avoue avoir moi aussi cette opinion-là, des fois, de me dire que c'est bien plate qu'il soit pas tenu au courant des plans et tout ça. Puis, Raven, lui, il est plus dans.
il est mêlé, mais il est posé quand même. Puis son argumentaire fait du sens. Il dit, moi, mais pourquoi il me l'aurait dit avant? T'sais, il y a comme un historique dans la lutte des gars qui sont fâchés contre la décision, qui décident de garder le show en otage. Genre Stone Cold Steve Austin. Ben, genre, par exemple, Stone Cold Steve Austin. Ultimate Warrior a déjà fait ça aussi. Il y en a sûrement plein d'autres. CM Punk, mettons. Sûrement Hulk Hogan quelques fois, j'imagine. Sûrement Hulk Hogan quelques fois. Puis il dit, il n'y a pas de raison de me le dire. Il y a un historique de ça dans la lutte. Fait qu'ils sont aussi bien de pas me le dire d'avance. Moi, je vais pas m'en faire pour rien. Puis il dit, c'est sûr que j'étais déçu parce que je me suis dit, s'ils ont confiance en moi, ils me donneraient plus qu'une journée. Mais il dit, avec le recul, ben écoute, je me rends bien compte que ça faisait du sens de donner ça à Goldberg et tout ça. Mais cet extrait-là aussi est bon parce que là, il dit, après ça, c'est ça qui est un peu arrivé. Ma carrière a diminué. En tout cas, je pense. Ben, sûrement ça qui est arrivé. Là, puis il est un peu mêlé. Là. Il dit, j'ai vu quelqu'un à une convention, puis il m'a dit. J'ai bien. Non, c'est quoi le nom? Shannon Moore à TNA. Il dit, il me dit, hey, j'ai full aimé. Il dit, check ça, j'ai full aimé ce match-là que tu as eu contre Goldberg là, à Thunder. Puis comme, j'ai pas eu de match contre Goldberg à Thunder, j'ai battu juste une fois. Il dit, non, t'as un deuxième match. Puis il dit, Puis le podcasteur a dit, c'est arrivé quand? Il dit, je sais pas si c'est arrivé quand, mais je sais que c'est arrivé. Je l'adore. Moi, j'adore Raven. Si vous, il est un petit peu mêlé, mais ça coche. Les podcasts vraiment durs à suivre, mais j'adore. Ensuite, donc, on a effectivement le match contre Raven, qui est là, de loin le meilleur match qu'on va avoir vu dans cette ronde. Là, on a le droit à un Goldberg là, over. Pas possible. Ça fait 9 mois qu'il lutte, puis il est au top de la lutte. Là, c'est juste à WCW, il y avait tout pour réussir. T'as un Goldberg, genre mid-card, qui vient de pogner la ceinture US, mais qui va pogner la ceinture US contre Raven. Puis c'est sûr qu'il remplit l'aréna. En plus, c'est un NWO. Ça n'a aucun crise de sens. C'est une mine d'or. Tu peux pas te faire battre. Puis ça va quand même arriver à cause qu'ils vont engager Vince Russo. C'est un deuxième match où on voit un homme très musclé en chest dans la foule. Oui, mais il y avait une couple de gars très musclés dans la foule, fâchés. Finalement, c'était des acolytes de Raven. Ben, c'est un match Raven's Rule, donc c'est un match où il n'y a pas de règles et il y a des interférences. Oui, c'est ça. Fait que là, au moins, tu as droit à un coup de stop d'en face. Ça, c'est arrivé. Donc, on a eu, c'est le premier match qu'on couvre où on voit plus d'une spear et plus d'un jackhammer également. Donc, c'est intéressant parce que là, à un certain point, tous les acolytes de Raven interviennent dans le match. Puis là, on a vraiment un Goldberg surhumain qui arrive à revirer tous les attaquants là, de l'équipe de Raven, entre autres un qui est très grand. On a Raven, c'est le premier. Qui se pointe, là, il y a Monsieur Perfect. C'est dans ce match-là ou dans l'autre d'après? Dans l'autre. Là, on a juste des messieurs géants qui arrivent, qui étaient fâchés sur le bord de la gate. Finalement, c'est acolytes de Raven. Et Raven, c'est le premier qui donne un bon fil à retard à Goldberg. Même qu'il choke à un moment donné, mettons, le Bulldog choke de John Moxley, il fait. Puis tu sais, on commence à y croire que Goldberg va passer out. Finalement, il s'en sort. Goldberg qui aussi prend des bons bumps. À un certain moment donné, il mange un croc en jambe sur une chaise qui est installée là, au milieu du ring. Puis Chris, moi je trouve que c'est un bon sel. Il la mange en pleine tête, met ses mains, mais c'est très très réussi. J'admire. Puis il mange aussi un bon coup de panneau stop dans la tête qui no-sell. Mais c'est pas facile. Je sais que c'est l'époque là, des coups d'objets dans la tête, là, mais moi, ça me fait encore réagir. Il a pas peur de rentrer dans les moves. Ça, je pourrais dire ça. Puis aussi, si on évoque... qu'est-ce qu'on a-tu fait le tour? Ouais? Il y a une autre affaire de particulier, c'est que Raven, il tente de s'enfuir dans la foule. Puis là, je sais pas... Probablement que c'est des plans, c'est organisé, là, ou si ça ne l'est pas, c'est vraiment fou. Non, c'est sûr que c'est organisé, en tout cas, c'est super bien fait. J'ai quand même aimé ça. Il s'en va dans la foule, puis là, c'est la foule qui le ramène, un peu comme en mode lumberjack. Là. Puis là, il s'en va vers la mort, parce que les mangent un spear pas possible et un jackhammer. Fait qu'il mange un spear parfait, jackhammer parfait, victoire parfaite, plein d'interventions, mais très bon booking pour encore une fois rendre Goldberg plus fort. Oui, effectivement, le ciseau est réussi, donc avec un bon lutteur. Ouais, c'est donc ça. C'est très très bon. Si vous êtes curieux de voir Goldberg dans un match potable, Spear 3 sur 3, jackhammer 3 sur 3, plaisir 3. C'est un estifi de bon match. Ensuite, on passe dans un match, on redescend peut-être de catégorie, peut-être. Là. On nous montre un match contre Yuji Nagata. Ouais, mais je pense qu'on peut... Donc, à savoir que... ça a existé. Bon, ben c'est ça. Là, on a dit, je vais dire rapidement, on a donné un 2 pour le Spear, un 2 pour le Jackhammer. Ciseaux réussi et amélioré. Donc, si vous êtes curieux, vous irez voir ça. Mais l'indice de plaisir est à 1, donc on peut skipper. Et on arrive au dernier match qui va conclure... notre analyse fine sur bébé Goldberg à gros Goldberg. Donc, c'est un match contre Hollywood Hulk Hogan, qui est arrivé quand? Je veux juste regarder, avoir la bonne date. C'est le 6 juillet 1998 à Nitro. Donc, le même soir
quand même fou. Le même soir, il défend son titre US contre Scott Hall. On n'a pas regardé ce match-là, on sait pas c'est quoi le booking, mais en quelque chose comme 7-8 minutes, il bat Scott Hall. Donc, d'une façon ou d'une autre, il conserve son titre. Scott Hall qui est au top de la NWO, là, on le rappelle. Et plus tard dans la soirée, il a un match contre Hulk Hogan. Puis, tu sais, si vous connaissez Hulk Hogan, vous vous dites, bon, on sait où ça s'en va, ce match-là. Exactement. On sait où ça s'en va. C'est sûr que c'est impossible que Goldberg gagne ce match-là. Dans le sens... Ouais. Puis s'il gagne, chose qui arrive, ben, il va ça faire serait pas une victoire décisive, là. Non, puis il faut que c'est Hulk Hogan qui est over tout le long du match. Et c'est ça qui arrive. Là, ce qu'on nous montre quand même, particulier au niveau de son entrée, là, Goldberg fait son entrée avec la sécurité. Ouais, ça, c'est la première fois que ça arrive. Qu'est-ce Ça, que c'est tu bon. penses de ça, toi, Guillaume? Moi, j'aime ça. J'aime ça. C'est comme c'est un danger public. On peut pas le laisser là, c'est prêt à attaquer du monde alentour. Je trouve que ça ajoute au lore de Goldberg. Ensuite, pendant le match, la finale implique quand même des interférences parce que c'est un match où Hulk Hogan va perdre. Fait qu'il faut qu'il se passe quand même quelque chose. On a Mr. Perfect qui s'en vient. Et ensuite, on a DDP qui arrive, je pense, avec Dennis Rodman, c'est ça? Non, c'est pas Dennis Rodman, Non, mais c'est un. Il était, en tout cas, je m'en rappelle son nom. C'est un lutteur quelconque. Ah ouais, bon, c'était sûr de ça? C'est sûr que c'est pas Dennis Rodman. Dennis Rodman, il avait plein de tatous dans la face puis il avait les cheveux colorés. Ah ouais, mais c'était pas. Je pensais qu'il y avait. Ah ouais. Non, c'est pas Dennis Mais Rodman. moi, je pense que oui, moi. Tu penses? Ben, je suis pas mal sûr qu'il accompagnait DDP, là, moi. Ok, allons-y pour Dennis Rodman. Ah oui, t'as raison. Un peu. Rodman. Ben, en tout cas, je suis pas mal sûr de ça, moi. Allons-y pour ça. Je te donne raison. Tu content? T'as Ouais, gagné? en tout cas, il y a un gars là, qui arrive avec DDP, puis ce gars-là, il fait un cutter à Mr. Perfect qui est juste là pour ce pop-là, là, ce moment-là. En fait, ce que là, Hulk Hogan de faire 3 leg drops à Goldberg. 3 leg drops back-à-back. Ouais. Puis là, il arrive pour faire le pin, mais là, tout ça arrive, fait que c'est distraction Hulk Hogan. Fait que Hulk Hogan, il s'en va vers Kurt Hennig, puis là, il mange un spear et il mange le jackhammer. Fin. Victoire de Goldberg. Décisive quand même, dans le milieu du ring. Sur Goldberg qui écarte à 2 sur 3 leg drops consécutifs. Là. Ouais. Quand même fort. Ça, c'est quand même Il faut particulier. le donner à Hulk Hogan parce qu'il y avait un pouvoir narratif là-dessus. Ils ont quand même donné à Belt, à Goldberg, que le 9 mois était absolument personne, puis il a gagné la ceinture contre Hulk Hogan. Fait que là, on se rappelle qu'à la fin, là, on vient de faire. Tu sais, ben là, si on veut noter encore là, contre Hulk Hogan, c'était un 3 pour le Spear, 3 pour le Jackhammer. Il n'y a pas de botch. Le fun est dans le tapis. C'était un 3 aussi. Puis après ça. J'ai pris une petite note. J'ai écrit que Hulk Hogan donne un coup d'enfourche à Goldberg, puis l'arbitre le voit, puis il fait rien. Mais il donne des coups de chaise aussi, puis l'arbitre le voit, puis il fait rien. Mais il est dans NWO, hein, fait qu'il y a comme un. Il n'y avait pas un narratif là, qui avait un contrôle sur la compagnie. Puis tout, là. Ouais, il n'y a pas le droit. Ouais. Sûrement, il doit y avoir de quoi. Peut-être l'arbitre est. Puis il y a des chants mort. de Goldberg, des vrais chants. Ça, En bonne et due forme. Goldberg. Fait que là, on arrive à la fin de l'épisode. Là, on vient de suivre la première année de Goldberg qui est complètement folle parce que en septembre, c'était un gars pas d'entrée, pas de toune. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. 10 mois. 10 mois. Il y a 10 mois, pas d'entrée, directement sur le ring contre Hugh Morris. Et là, 10 mois plus tard, gagne la belle contre le gars le plus over de la lutte. Gagne 2 belts en même temps, Ouais. j'aimerais dire. Ouais, il y a 2 ceintures, US puis le heavyweight. Contre le gars le plus over de l'histoire de la lutte. Puis là, en ce moment, il est pas mal au top de la lutte, Hulk Hogan. Là. Il perdra jamais le titre US. En fait, immédiatement après le match, il va déclarer la ceinture vacante pour pouvoir se centrer sur le titre mondial. Donc, on n'a même Ce qui pas... fait du sens. Ouais, Ça ouais. fait du sens avec le personnage de Goldberg. Là. Fait que, Ben, c'est sûr que si tu lui donnais une défaite, ça serait plate pour la streak. Là. C'est ça. Fait que ça fait tellement de sens qu'il drop la belle et qu'il reste over comme ça. C'est juste plate de la manière que ça a fini tout ça. Là. Mais là, pour la première année, moi, je pense qu'on a dit tout le long dans la dernière heure, mais c'est du jamais vu. Ça n'a aucun crise de sens. Il va garder le titre World pendant environ 175 jours. Je sais pas le chiffre exact, C'est mais 6 ça va mois, être, ça. c'est ça. Puis, si je dis pas de bêtises, il gagnera plus de ceinture après ça à WCW. Je pense qu'il n'est plus jamais champion par après. Il va partir un petit moment, revenir. Il va être là jusqu'à 2001. Là, tu sais, puis après ça, bon, vous Il savez, prend un il y break de aura 2 la... ans, puis ça va à WWE faire une run épouvantable. Puis après ça, il revient 10-15 ans plus tard pour faire une run à WWE qui est polarisante, mais... Qui vaut la peine d'être vu pour la feud contre Brock Lesnar. Ouais.
puis quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, on vous parle de bébé Goldberg à gros Goldberg. Guillaume, qu'est-ce que t'as pensé? Revisiter tes souvenirs comme ça? Moi, je pense qu'on était vraiment bon. C'était excellent comme épisode. Puis là, être un auditeur à ce moment, je me dirais, tabarnouche, comment j'aurais pu avoir cet épisode-là d'avant? J'aurais tellement aimé ça, pouvoir binge-watcher tous ces épisodes-là. Ben, ça se passe sur patreon.com/c'est juste de la lutte. Puis en plus, ça nous permet de nous acheter des belles caméras comme celle-là, des belles caméras comme celle-là, des belles caméras comme celle-là. On a un beau studio. Moi, j'ai une belle chemise aussi. Une belle chemise. Puis, tu vas l'avoir d'avance. Tu vas pouvoir donner même des idées de qu'est-ce que tu voudrais qu'on regarde. On n'écoute que les Patreons. Tu payes pas, on s'en crise de ton opinion. Mais quand tu payes, on est toujours à l'écoute. On aime ça suivre des runs comme ça. Si ça vous intéresse qu'on fasse la run complète de Goldberg, ben faites-nous signe, peut-être. Nous, mettons celle du Wolfpack ou de Sting The Crow. Sting The Crow, ça pourrait être le fun. Ou la run de King se fait il enlève son masque. Là. Ouais. C'est bon, ça aussi. C'est toutes des affaires que j'ai vues sur Volt. Je comprends que ça va arriver. Ben moi, Crow Sting, ça pourrait être un prochain. C'est quand même un gros morceau, par contre, là, mais ça pourrait être intéressant. Moi, j'aimerais ça parce que j'ai jamais suivi pour de vrai. Ouais. Moi, à brûle pour point, c'est la run 2009 de Randy Orton ou la Legend Killer de Randy Orton. Ça, c'est deux bonnes idées. On en a plein, en fait, là, mais moi, je veux juste dire un petit mot sur Sting parce que je trouve ça drôle de finir là-dessus. Je me rends compte que j'ai toujours été un gros fan de Sting, mais je pense que j'étais surtout fan du film The Crow, puis je faisais pas trop la différence entre les deux comme enfant. Oui. C'est exactement ça. Donc, première run de Bien que t'avais 4 ans, là, mais regarde. Première run de Goldberg, Guillaume, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est aussi hot que dans tes souvenirs? Je pense que c'est plus hot. Mes souvenirs étaient vraiment cool, mais j'ai plus suivi par après qu'il est devenu champion. Là. Mais je pense que sa run avec l'analyse qu'on vient de faire, c'est vraiment hot parce que c'est comme One of a Kind. Ça arrive juste une fois. C'est arrivé une fois, ça pourrait plus jamais arriver. Ben oui, c'est à la bonne place, au bon moment. Il s'est battu fucking Hulk Hogan. Là, ça n'a aucun rapport. Là. Il a mangé 3 leg drops, kick out à 2. Ouais. C'est du jamais vu. Hulk Hogan a accepté de faire ça. Fait que ça a été booké à la perfection jusqu'à ce moment-là, en tout cas. Puis il est au top du monde avec ses 2 ceintures, en drop une des 2. Puis il continue avec le titre mondial. C'est chaud bouillant. Ça donne le goût, en tout cas, de mettons, je me mets comme fan à l'époque. Définitivement, je veux suivre le reste de la run. Puis je me dis, impossible que quelqu'un batte Goldberg un jour. Ouais, impossible que ça finisse avec un taser au milieu du ring. Non. Impossible. Ça peut pas être ça. Mais c'est juste la lutte. Nous sommes les seuls frères de la lutte, les plus gros experts de la lutte au Québec. C'est juste la lutte. Un nouvel épisode de C'est juste la lutte. Avec Gap et Guillaume, Binic puis les autres. Le site qui en plein de chroniques. C'est juste la lutte. C'est juste la lutte. C'est juste la lutte. JDLL is MDK all fucking day.